Voilà donc pour cette entrevue avec Myrland Hippolyte Maniga. Nous allons donc passer à la suite de la programmation dans un instant, mais il faut faire la pause commerciale qu'on a ratée volontairement. Restez là. Tendez bien. Commerçants, hommes et femmes d'affaires, ce message s'adresse à vous. Vous rêvez souvent de placer des annonces à CEPAM pour favoriser le développement de votre entreprise, mais vous avez chaque fois repoussé à plus tard la démarche. Fini cette indécision avec le programme de la visibilité pour les petites entreprises. Quel que soit votre budget, il y a un créneau qui fera votre affaire à coup sûr. Ne cherchez pas bien loin, votre clientèle cible nous écoute. CEPAM, c'est pas nous toutes. Notez que le programme de la visibilité pour les petites entreprises est en place pour une durée limitée. Appelez-nous tout de suite 514-790-2726. Si ce message vous a atteint, le vôtre atteindra votre client sur CEPAM. CEPAM, c'est pas nous toutes. Tous les ans, ça revient, on n'y échappe pas. La déclaration d'impôt, un véritable casse-tête. À qui confier votre déclaration d'impôt? Compétences, confiance, expérience, Polytronic, la référence. Votre impôt est préparé par Jean-Wesley Charles, comptable et administrateur agréé avec plus de 20 ans d'expérience. Pour maximiser votre remboursement et pour votre tranquillité d'esprit, Polytronic, l'unique. 8945 boulevard Saint-Michel, 514-323-9222 ou info@polytronic.ca. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Les enfants, le travail, les transports, on court, on se bouscule, on se salit, on s'insulte. Arrêtez tout. Le samedi vous fait grâce. Musique, littérature, sport, cinéma, analyse et commentaires, l'information sous toutes ses coutures, avec Jean-Ernest Pierre et son équipe, tout à meilleur goût le samedi. Grâce matinée, votre petit plaisir du week-end. Alors, mesdames, messieurs, on est de retour. Cette fois-ci, ça va être avec Jean-Emmanuel Pierre. Ça va être avec Henri qui est présent. Pour qui est-ce qu'il... Alors, on choisit son micro, messieurs. On a changé. On est au studio Jean-Léopold Dominique. Et puis... Bon, alors Jean-Emmanuel, arrête de me faire des signes là. Je te fais pas de signes, il fait frette. Il fait frette. Oui. Il fait frette en maudit. Alors, on va ajuster nos micros, 1, 2, 3. Jean-Emmanuel, bon, je chante. Ah oui, alors je comprends. Le micro 4. Ben oui, c'est un micro comme ça. Il est comme ça. Alors, nous attendons Franz. S'il n'est pas bon, je change de micro, moi. Mais tu as un bon micro. Ok. Un bon micro, meilleur que le mien. Et puis, Henri, comment ça va? Ça va, et toi? Oui, ça va. On va regarder si Franz est là, si on peut parler avec Franz Voltaire. Comment ça va? Eh bien, rien de pas mal. Hein? Ah là là, ah là 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 là. Est-ce qu'on devrait commencer avec Haïti, messieurs? Est-ce qu'on devrait changer et commencer avec Haïti? Non? On va laisser... C'est comme tu veux. C'est Hein? comme tu veux, il n'y a pas de problème. Comme tu veux. Bon, alors Franz Voltaire, Oui, malheureusement tu n'étais pas à l'écoute pour écouter Myrland Maniga. non, malheureusement, j'étais dans un séminaire. Ah, alors Myrland Maniga, moi j'ai compris qu'elle ne fait pas partie du gouvernement, hein? Ah, mais c'est clair. Ben, c'est pas- clair. Ouais. Non, mais elle peut se permettre même d'être critique par rapport au gouvernement. C'est pas à cause du fait qu'elle ne fasse pas partie du gouvernement. Je crois que Myrland Maniga est en train de se rendre compte
qu'elle s'est fait aussi avoir par Ariel Henry, qu'elle est en train de se faire rouler dans la farine. Ce n'est pas sa première sortie. D'abord, les promesses qu'on lui avait faites, c'est la personne qui a négocié son arrivée au sein du Haut Conseil de transition, entre-temps a quitté le pays, n'est plus en poste. On parle de Hélène Lalim, la responsable du BINU, et peut-être que les rapports ne sont pas pareils avec la remplaçante de Hélène Lalim. On va voir ce que ça donnera. Mais mieux encore, ça a pris du temps après qu'on ait publié l'arrêté dans le Moniteur créant donc le Haut Conseil de transition. Ça a pris un certain temps avant que le Conseil finisse par trouver une petite place, finisse par être tassé quelque part au ministère du Commerce. Ensuite, ça a été aussi la croix et la bannière pour que le Haut Conseil de transition finisse par prêter serment. Et la chose, jusqu'à présent, il n'y a pas de budget pour le Haut Conseil de transition. On est en train d'envisager la possibilité de mettre le Haut Conseil de transition sur le payroll d'un ministère. C'est là qu'on est rendu. C'est-à-dire, Ariel Henry s'est fait conseiller, parce que je crois que Hélène Lalim était au cœur de tout ça. Devant l'absence de crédibilité d'Ariel Henry, on est allé chercher, soi-disant, des personnages qui puissent rassurer. Et c'était ça, l'objectif du Haut Conseil de transition, une espèce de chapeau légitime, parce qu'il n'y a pas de chapeau légal. Il y a une espèce de chapeau légitime représentant de secteurs qui pourrait convaincre plus ou moins avec une figure comme Myrland Maniga, etc. Mais en même temps, en s'engageant dans la démarche qu'on croit être une démarche d'Ariel Henry. Parce que l'accord du 21 décembre, ce sont les mêmes acteurs qu'on a retrouvés dans le précédent accord du 11 septembre, l'accord de la primature toujours. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune crédibilité. C'est-à-dire Madame Maniga est en train, si elle se fait avoir jusqu'au bout, c'est-à-dire complètement, cela voudrait dire que c'est quelqu'un qui ne pourra même plus avoir cette posture qu'elle tente d'avoir, c'est-à-dire une posture critique par rapport au gouvernement. Oui, Franz? Eh bien, écoutez, Ariel Henry a roulé un peu toute cette classe politique un peu faisandée. Il les a tous roulés dans la farine, mais parce qu'effectivement, les gens voulaient occuper des postes ou encore essayaient de penser qu'ils étaient plus malins qu'Ariel Henry. Mais dans certains cas, c'est faire leur beurre aussi. Eh ben, bon, il y a faire leur beurre, mais même si ils voulaient occuper des postes, mais enfin, tout ça s'était arrangé parce que Madame Lalim, qui avait fait cet arrangement avec Madame Maniga, avec le secteur privé et avec, en fait, un pasteur lui-même mis un peu à l'écart dans la fédération protestante, eh ben, elle pensait qu'elle devait faire ce montage pour faire avaler la pilule. Mais personne n'était dupe, hein, sauf peut-être ceux qui ont accepté de rentrer dans ce jeu. Et tous des avantages immédiats peut-être dans ce petit jeu politique haïtien. Et Mme Maniga qui pensait que ce qu'on lui avait peut-être promis, d'être présidente de ce Haut Conseil de transition et de jouer le rôle de présidente provisoire. Mais ça n'a pas été le cas parce qu'Ariel Henry a accaparé tous les pouvoirs entre ses mains et, comme on dit, Madame Maniga s'est fait faire un enfant dans le dos. Et ce que je n'ai pas compris, c'est que depuis le début, messieurs, il y a eu, c'est écrit noir sur blanc que ce Haut Conseil de transition n'a absolument aucun pouvoir, ni d'être consulté par le gouvernement pour des décisions, ni prendre des décisions lui-même, ni être un organe de sanction ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, à la limite,
c'est un faire-valoir, parce qu'on a dit qu'il y a des négociations, qu'il faut poursuivre, alors que l'accord est déjà signé, etc., mais poursuivre les négociations autour de l'accord du 21 décembre, etc., etc. C'est vraiment prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Oui, Henri. Et moi, j'ai été étonné par la naïveté de ceux et celles qui se sont impliqués au niveau du Conseil de haute transition, parce que on ne peut pas mettre en place une instance qui n'a pas de pouvoir et s'attendre à agir comme ayant quelqu'un qui a des pouvoirs. Et ça, moi, j'ai trouvé ça extrêmement... Écoutez, du peu que je connaisse de la politique haïtienne, j'ai trouvé très naïf, non seulement de sa part, mais des autres aussi, des autres membres de ce conseil. Et j'étais déçu, en quelque sorte, parce que quand on lit la plupart des communiqués, quand on lit la plupart des éléments d'information qui ont refait surface, on se dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui m'avait étonné également, c'est qu'Ariel Henry décide de nommer un conseil, mais une fois que j'ai su que le conseil n'avait aucun pouvoir, que c'était juste ce que j'appelle très souvent une passe jartelle. C'est-à-dire qu'on utilise un procédé pour permettre d'implanter davantage ses forces, de manière à pouvoir continuer et à poursuivre des activités qui n'ont aucun sens pour la plupart, ou qu'on ne souhaite pas prendre non plus des initiatives, et que ce conseil de transition accepte d'y participer. Alors, messieurs, quand on regarde sur le plan pratico-pratique Ariel Henry, qui se maintient au pouvoir depuis plus de 2 ans maintenant, et Mine qui, de mine de rien, peut continuer peut-être pour un mandat légal jusqu'à 5 ans sans avoir été élu. Est-ce qu'il faut compter avec Ariel Henry compte tenu de ses supports à l'international? C'est l'international qui l'a nommé, ou est-ce qu'il faut tout simplement bouder toute fonction publique parce que c'est Ariel Henry qui est aux commandes, il est de fait aux commandes, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on sait qu'on n'a pas la capacité? Je viens d'aborder la question avec Myrlande Maniga, et elle a dit, beaucoup de gens pensent qu'il est là, que ce gouvernement est là pour gagner du temps et puis rester au pouvoir, se maintenir au pouvoir. Mais quels sont les arguments que vous avez convaincants pour déclasser le gouvernement, décamper le gouvernement? C'est là où il faut se poser la question. Est-ce qu'il faut essayer de changer de l'intérieur? Est-ce que nous avons la capacité de renverser Ariel Henry? Ariel Henry ne devrait même pas compter 1 mois au pouvoir, n'est-ce pas? Parce qu'on l'a vu tout de suite arriver. Et si on avait besoin un petit peu plus de temps, 1 an, ça serait le maximum, n'est-ce pas? Poser la question, c'est y répondre. D'ailleurs, du même souffle, tu as souligné le fait que Ariel Henry n'est rien. Ariel Henry n'a aucun pouvoir, aucune légitimité, aucun pouvoir légal, aucune constitutionnalité, aucune base politique. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un avec un pouvoir de convocation, une influence quelconque, etc., etc. Ariel Henry n'a même pas d'influence sur les gangs armés. Il y avait eu, lors de cette tentative de cérémonie au Pont Rouge, à la mort de l'empereur, enfin pour marquer la mort de l'empereur, il y a eu des négociations politiques. Les gangs avaient fait des exigences auxquelles exigences on avait apporté satisfaction. Mais quand ils sont arrivés, quand le gouvernement est arrivé, ils ont passé un mauvais quart d'heure. On a vu le cortège présidentiel, enfin impérial ou tout ce que vous voulez, il est tout. On a vu le cortège d'Ariel Henry quitter en courant pour aller se réfugier au service de la circulation, etc., etc., pour par la suite voir celui avec qui on avait fait l'accord, barbecue, tout de blanc vêtu, avec la population derrière,
en train de pavaner dans les rues de la capitale, etc. C'est-à-dire que le ton était donné à ce moment-là. Donc, et aller déposer la gerbe de fleurs au pied de exactement, l'empereur. c'est ça. Donc, question de marquer le temps, question de souligner le fait que fondamentalement, tu n'avais pas déjà un gouvernement qui n'avait aucune autre base. La chose, c'est que Ariel Henry, de la manière dont il a été nommé, c'est simple. L'international avait donné la garantie à Claude Joseph à la mort de Jovenel Moïse, puisque c'est lui qui était en poste comme Premier ministre, et que c'est lui qu'on reconnaissait. Et puis 2 jours après, par un tweet, l'international a décidé que toute sa reconnaissance allait à Ariel Henry. Donc il y a une garantie en plus que Ariel Henry donnait, il y a une prétention que Ariel Henry n'avait pas. Par la suite, on m'a dit que c'était plus Abinader, pardon, j'ai dit Abigail, Louis Abinader qui avait joué dans le sens de destitution de Claude Joseph, mais ça c'est leur histoire. Mais pour revenir à ça, on est en présence de quelqu'un qui est téflon parce que sa seule source de nomination et de maintien au pouvoir, c'est l'international. Et tu n'as aucun moyen de te colter avec l'international qui nous a prouvé, si besoin était, depuis Jovenel Moïse d'ailleurs, qu'il n'y a pas un seul dirigeant qui sera ébranlé, qui sera renversé, sans qu'il n'y ait l'appui de cette internationale, la volonté de cette internationale. Oui. Moi, je trouve que vous sous-estimez, Ariel Henry, dans le sens que je peux avoir une mauvaise lecture du contexte, mais je trouve qu'il réussit à manœuvrer habilement. Ben oui. À travers les années. Hein, Oui. Ah oui, mais on l'a pas négligé, on l'a pas sous-estimé, au contraire. Oui. Et que le type se maintient au pouvoir alors que on pense qu'il n'a aucune légitimité, il n'a rien de tout. On ne pense pas. Aucune légitimité. Il s'est donné le pouvoir. Oui. Et il a pris le pouvoir. Absolument. Hein? Oui, on est d'accord avec toi. Il a pris, on lui a donné le pouvoir. C'est le tweet qui lui a donné le pouvoir. Et comme si tous les Haïtiens étaient des tweets. Et d'autres tweets qui le maintiennent en vie. C'est la chose. Et lorsqu'on se pose la question, parce que la question n'a pas été répondue, qu'est-ce qu'on fait dans les circonstances comme ça? Est-ce qu'on boude toute fonction publique? Ou alors, est-ce qu'il faut se dire, puisqu'il est téflon comme il est, comme aux États-Unis, on regarde, on va toucher la question tout à l'heure, Donald Trump. Beaucoup de républicains croient que Donald Trump ne vaut pas grand-chose, c'est un homme immoral et tout ce qu'on veut, contrairement de la rectitude républicaine, et pourtant, il compose avec Donald Trump. Alors, c'est la pause commerciale de la demi de l'heure qui s'amorce. On fait cette pause et on revient avec nos amis Franz Voltaire, Jean-Emmanuel Pierre et puis Henri. Henri qui est là, plus proche de moi, Henri, n'est-ce pas? Aujourd'hui, plus proche de moi. Merci. À tout à l'heure. Tandem bien. Commerçants, hommes et femmes d'affaires, ce message s'adresse à vous. Vous rêvez souvent de placer des annonces à CEPAM pour favoriser le développement de votre entreprise, mais vous avez chaque fois repoussé à plus tard la démarche. Fini cette indécision avec le programme de la visibilité pour les petites entreprises. Quel que soit votre budget, il y a un créneau qui fera votre affaire à coup sûr. Ne cherchez pas bien loin, votre clientèle cible nous écoute. CEPAM, c'est pas nous toutes. Notez que le programme de la visibilité pour les petites entreprises est en place pour une durée limitée. Appelez-nous tout de suite
514-790-2726. Si ce message vous a atteint, le vôtre atteindra votre client sur CEPAM. CEPAM, c'est pas nous toutes de nos jours. Internet a tout démocratisé, y compris notre façon de regarder la télévision dans le monde. C'est ainsi que CPAM TV a fait choix de ces chaînes qui nous ressemblent, dont une multitude haïtienne. Vous avez déjà la boîte. Prenez rendez-vous pour obtenir un essai gratuit de 24 heures. Vous n'avez pas la boîte? Achetez-la au coût de $100 et obtenez du coup un essai gratuit de 24 heures. Mais avant de nous appeler, d'abord, assurez-vous d'avoir à la maison un bon système Internet. 514-790-2726. Entrepreneurs, hommes et femmes d'affaires. Vous avez un message pour vos clients? Confiez-le-nous. Votre clientèle nous écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous sommes CPAM 1410. Bonjour, c'est Bito Vaoba sur CPAM radiounion.com. Radiounion.com, c'est PAM. Les enfants, le travail, les transports, on court, on se bouscule, on se salit, on s'insulte. Arrêtez tout. Le samedi vous fait grâce. Musique, littérature, sport, cinéma, analyse et commentaires, l'information sous toutes ses coutures, avec Jean-Ernest Pierre et son équipe, tout à meilleur goût le samedi. Grâce matinée, votre petit plaisir du week-end. Alors, nous sommes de retour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, avec nos collègues. Il me semble qu'on a perdu Franz, peut-être temporairement. Jean-Emmanuel Pierre, ça va bien? Ça va. Oh, il a changé de micro? Non? Bon, alors, les mêmes micros. Jean-Emmanuel Pierre, ça va bien, oui? Oui, absolument. Et puis, Henri Saint-Fleur, ça va? Oui, ça va. Et là, j'ai l'impression qu'on n'a pas Franz. Alors, on continue sur la question haïtienne pour parler de ce qui se passe au moment. Oui, alors? Non, termine ta phrase et puis je... Non, ça va, bon. oui. Au fait, c'est pour dire que le terme employé par Jean-Emmanuel est très juste lorsqu'il parle de téflon. Je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement, entre guillemets, admiratif
que quelqu'un qui a été nommé par un tweet puisse se maintenir 2 ans plus tard au pouvoir. Et en même temps, qu'il réussisse à berner plein de gens, alors qu'il ne fait absolument rien. Hein? Et ça, je trouve ça impressionnant. Et c'est peut-être parce que les Haïtiens entre eux ont énormément de difficultés. Il n'y a pas une opposition. C'est pas. Des fois, on peut regarder l'astuce utilisée par l'autre, les tactiques, et on appelle ça en anglais mettre d'âme et tout ça, les coups bas et tout ça. Mais aussi, quelquefois, il faut regarder pas seulement la force de celui qui réussit, mais aussi la faiblesse de l'opposition face à tout ça. On nous annonce que le groupe Montana est encore divisé. C'est un groupe qui ne faisait déjà pas l'unanimité. On disait que c'était le groupe le plus complet que ça pouvait être, n'est-ce pas, dans les circonstances. Mais voilà, il y a une division. Est-ce que vous pensez que Ariel Henry ne rit pas dans sa barbe? Mais... Non, mais comment dire? Hein? D'abord, il fallait s'attendre à ce qu'il y ait des problèmes au niveau de Montana, ce type de problème, pour une raison simple, c'est que Montana est la structure qui avait réuni le plus grand nombre de secteurs. C'est un peu ce que je disais par rapport au mouvement Lavalas des premières heures. Ça charriait beaucoup de revendications, ça charriait beaucoup d'intérêts, et les intérêts ne se rejoignent pas nécessairement. On se retrouve autour ou derrière un accord pour pouvoir par la suite se rendre compte que, bon, les principes qui sont derrière ne me permettront pas d'atteindre nécessairement mes objectifs à moi. Donc, au fur et à mesure, vous allez voir des gens se retirer ou bien exprimer des réserves ou bien s'associer avec d'autres. Parce qu'il faut comprendre que la dynamique en Haïti est extrêmement mobile. La dynamique en Haïti, comme je le dis souvent, c'est pas seulement dans la politique, etc. Chaque fois que je descendais en Haïti, j'avais l'impression que je découvrais un autre pays qui avait d'autres chefs de bande, qui avait d'autres gens avec qui négocier, qui avait... Non, alors... Et dans le cas de Montana, pour arriver... C'est peut-être dans la nature même de la politique haïtienne. Chaque fois qu'il y a un consensus qui est fait, et ça se faisait au moment de l'organisation des élections, c'était toujours des consensus circonstanciels. Hein, pour l'élection, et puis après les élections, chacun son chemin. Soit dit en passant, c'est le fort aussi des consensus en période de crise, c'est-à-dire que sur quoi on peut s'entendre aujourd'hui, en dehors du fondamental, par exemple, si on se dit qu'il faut absolument que Ariel Henry parte, qu'il quitte le pouvoir, mais autour de ça, on peut avoir des conflits d'intérêts et autres choses qui surgissent au fur et à mesure. Alors, moi, ce n'est pas tellement ça mon problème. Mon problème, c'est aussi comprendre qu'il y a, depuis le début, ce souci d'en finir avec l'accord de Montana, parce que l'accord Montana, et je n'ai absolument aucun lien avec les tenants de l'accord de Montana comme proximité, je veux dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est peut-être l'exercice qui a été le plus proche d'un semblant de, pas de légalité, mais de légitimité, ok? De légitimité avec le nombre de secteurs qui étaient représentés, qui sont représentés là-dedans. Et moi, je veux dire, par rapport au nombre d'organisations, chaque fois qu'on nous sort une organisation ici, une organisation là... Mais Jean-Emmanuel, ouais. Est-ce qu'on peut quelquefois se questionner et se dire, mais quel peuple nous sommes? On est face à un défi, l'international qui dirige, sans diriger véritablement, mais qui dirige. On sait, les ficelles sont tirées par l'international, on a parlé de ce tweet, etc. Et on est certain qu'ils ont un dessein pour Haïti que nous ne
nous ne connaissons pas. Cela dit, ils nous exigent beaucoup plus que eux-mêmes ils peuvent trouver chez eux, c'est-à-dire un consensus parfait. Un consensus parfait, malgré que Montana ait été cette plateforme réunissant le plus d'organisations possible, quand Montana n'avait pas retenu l'attention de la communauté internationale parce que ce qui semble bon pour Haïti ne fait pas partie des priorités de cette communauté internationale. Et en plus, vous savez tout ça, et en plus, après quelques mois d'entente, il y a cette dissension qui sort. Ça, c'est faire le jeu de l'international, encore une fois, pour dire nous avons bien choisi notre camp, l'accord du 21 décembre. Pas Montana. Montana, non, c'est des groupes épars, un peu à droite, un peu à gauche, puis qui n'ont aucun intérêt véritablement commun. Et c'est prêter le flanc au jeu de l'international, au projet macabre peut-être de l'international. Franz Voltaire? Bon, moi, au-delà de tout projet, écoutez, l'opposition n'a pas d'armes. On a une situation où plus de 300 gangs armés opèrent dans le pays, tous super armés et même plus que la police. Donc ça, c'est déjà un problème. Et avant même de parler, chaque fois que vous parlez, c'est-à-dire le gouvernement d'Ariel Henry est en place parce qu'il y a l'appui de l'international qui finance une partie de la police ou qui finance la police et il y a une reconnaissance internationale, c'est-à-dire des pays occidentaux pour le gouvernement d'Ariel Henry. Le problème de l'opposition, c'est qu'elle n'est pas armée, c'est qu'elle n'est pas de cohérence et les demandes, les pressions qu'elle a dû faire déjà, c'est-à-dire toutes ces manifestations n'ont conduit à rien, d'autant plus qu'une partie de ceux qui organisaient les manifestations avaient rejoint, des gens comme André Michel avaient rejoint le gouvernement d'Ariel Henry. Donc, on est dans une situation où il faut repenser le rapport politique. Parce qu'aujourd'hui, on est en face d'un problème de sécurité nationale, puisque la capitale du pays est occupée par des bandes, et ça, c'est des groupes terroristes. On l'a vu pour des raisons, d'autre part, pour des raisons idéologiques, dans d'autres pays, c'est-à-dire des pays avec beaucoup plus de ressources, avec des armées, n'arrivent pas à contrôler, comme au Burkina Faso, dans tout le nord, comme ce qui se passe dans le nord du Mali. C'est-à-dire, il faut bien comprendre que le fait pour des groupes armés, ou même pour des groupes qui s'appuient sur non seulement les enlèvements, sur la drogue, écoutez, même au Mexique, avec une armée de plusieurs centaines de milliers de personnes, on n'arrive pas à contrôler des zones entières. Donc alors on voit que le problème en Haïti est d'abord et avant tout un problème sécuritaire. Si ce problème-là n'est pas résolu, je ne vois pas comment un groupe va aller, puisqu'on n'a pas de mécanisme légaux, puisqu'il n'y a pas de parlement, le système judiciaire est complètement aux mains d'Ariel Henry, il n'y a pas d'élus au niveau des communes et ni au niveau des casettes. C'est-à-dire aujourd'hui, la question se pose comment même le gouvernement d'Ariel Henry ne contrôle qu'une partie de la police, ou je ne sais pas quelles sont les ententes qu'il a avec les groupes armés en Haïti, mais on est en face d'une problématique complètement différente. On peut dire pourquoi les Haïtiens ne font pas ça, mais les Haïtiens, qu'est-ce qu'ont à voir les paysans haïtiens qui sont victimes? Qu'est-ce qu'à voir les gens qui sont victimes tous les jours et qui ne peuvent pas, et qui n'ont qu'un seul choix peut-être, des fois, c'est de quitter le pays. Donc on est en face d'une situation inédite. C'est-à-dire, on a un gouvernement de facto qui s'appuie sur une partie de la police et qui a une légitimité. Écoutez, quand le chef du protocole du Palais national peut être enlevé, quand des fonctionnaires, je parle de fonctionnaires ici, là, pas de personnalité politique directe, de la primature sont enlevés, c'est-à-dire, vous savez, on est dans une situation inédite complètement. Totalement.
Oui, Henri. Là encore, je reviens toujours à mon idée première, c'est que on se trouve face à des hommes politiques qui n'ont aucun sens de l'État. Ils ne se sentent pas obligés, parce qu'il n'est pas normal, et pour corroborer un peu ce que disait Franz, que nous sommes dans un contexte où le pays va mal, des gens font des propositions, quelle que soit la qualité ou la teneur de cette proposition, mais en tant que telle, on n'arrive pas à mettre en place, il n'y a pas de mise en commun de ces idées-là pour que ça débouche sur quelque chose. Donc, il y a un problème de stratégie, hein, c'est-à-dire que des gens réfléchissent de leur côté, et ensuite, au niveau du gouvernement, parce que c'est Ariel Henry qui est là, que je trouve abominable, mais en même temps brillant comme personne. Mais tu sembles être attiré par cette stratégie-là depuis le temps que tu regardes la brillance de cette stratégie. Non, mais c'est justement, c'est parce qu'il n'y a rien qui se passe. Hein? Il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de... Alors, la chose qui nous invite à nous questionner, c'est de savoir mais pourquoi diable on veuille Ariel Henry de la communauté internationale vote pour Ariel Henry et un vote en blanc, là, je dirais. C'est de savoir, et d'aucuns se posent beaucoup de questions là-dessus, s'il y a une entente entre cette communauté internationale et Ariel Henry, où est-ce que ça va nous amener, etc. C'est quoi l'avenir d'Haïti? Qu'est-ce qui est engagé par Ariel Henry dans cette accointance avec la communauté internationale? Parce que rien ne prédestinait Ariel Henry à jouer ce rôle qu'il est en train de jouer. Hein? Qu'est-ce qui est en danger? Il faut comprendre que l'entente avec Ariel Henry entre l'international et Ariel Henry est le cœur même du danger. C'est-à-dire qu'on est en présence d'une situation qui se détériore à vitesse grand V. On est dans un contexte d'inflation à 150%. On est pour certains produits. On est dans un contexte, ne parlons pas d'insécurité, insécurité aggravée dans tous les sens. On tue, on brûle, les quartiers, des quartiers entiers sont vidés par leur population, et ça c'est partout, c'est pas seulement dans les bas quartiers de Port-au-Prince au centre-ville, c'est aussi dans les hauteurs de Pétionville, c'est aussi à Fermat, etc. Et aujourd'hui, tu as, selon les chiffres du Programme alimentaire mondial, tu as autour de 8 millions de personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire. La santé, n'en parlons pas, les hôpitaux étaient obligés de fermer à tour de bras. C'est-à-dire, le tableau qu'il y a aujourd'hui, c'est un tableau qui me porterait à poser la question inverse par rapport à ce que tu disais sur qu'est-ce qu'on fait. Comment ça se fait que les gens soient encore vivants? Comment ça se fait que ce pays soit encore vivant? Comment ça se fait que... parce que toutes les conditions sont réunies pour une explosion, ok, advienne que pourra. Et c'est ce que je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, c'est encore ce complexe que j'ai depuis un certain temps de légitimité, parce que depuis la Covid, je ne suis pas allé au pays. Depuis la Covid, la situation s'est détériorée considérablement, etc. Quand je rapporte 2 fois plutôt qu'une le matin, et sans parler du soir, donc 3 fois plutôt qu'une pendant la journée, 4 fois, je suis aussi à l'émission de Jean-Ernest Pierre, quand tu es collé comme ça et que tu vis la détresse humaine, et tu te dis, tu as un problème de légitimité pour essayer de parler au nom des gens. C'est pour ça, qu'est-ce qu'on fait va nous demander un détachement par rapport à une inertie aussi qui est constatée sur le terrain. Est-ce que je parlais d'inertie, c'est un terme impropre, par rapport à une faiblesse, une incapacité
de trouver une solution sur le terrain. Et c'est le blanc qui finit par trouver, et lorsqu'on disait, bon, il y a ce montant de 100 millions de dollars que Justin Trudeau a destiné à la coopération avec Haïti, eh ben, on apprend donc que le Canada a signé un protocole d'entente pour le renforcement de l'Académie de police. Qu'est-ce que ça veut dire? Messieurs? Mais c'est eux qui ont déjà créé l'Académie de police. C'est eux qui ont financé l'Académie de police, pas seulement le Canada, les États-Unis surtout, mais la France aussi. Donc alors, qu'est-ce que ça promet? Je n'en sais rien. Mais on peut toujours penser que ça ne mènerait pas à grand-chose. Vous savez, il faut faire des comparaisons. Hein. Il y a un groupe vénézuélien armé qui s'appelle El Tren. Ils ont été forts. Comme un groupe PCC au Brésil, ce sont des groupes, moi ça m'intéressait de comprendre un peu la logique de fonctionnement de ces bandes armées. Mais le train fonctionne dans 7 pays maintenant. Vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu un assassinat à la frontière du Texas et du Mexique. Eh bien, on a tué 4, une personne est morte, les autres ont été blessés, parce que les trafiquants brésiliens les ont pris pour des trafiquants haïtiens. Donc, il y a tout un réseau aujourd'hui de criminalité dans le monde, de plus en plus puissant, même dans des États avec 300 000 soldats. Donc, on se rend compte qu'effectivement, ces groupes ont prospéré en Haïti. La police, avec ses 15 000 membres, s'est révélée incapable, sinon complice, de la plupart de ces gangs qui opèrent librement. C'est-à-dire, il y a à la boule 12, des résidents ont été chassés, et là, Timacac a installé son quartier général. On voit les velléités de Vitellum pour s'emparer de soit à Frères, de Vivi Mitchell, qui est un quartier de classe moyenne aisée, ou encore de s'emparer d'autres zones. Des médecins sont kidnappés dans leur clinique ou à l'hôpital, des pasteurs. Donc on se rend compte que l'industrie de l'enlèvement est une véritable industrie, une vache à lait pour les différents gangs. Donc on se rend compte que le problème ne sera pas résolu simplement par un renforcement de la police. Il faudrait une entente avec la police, former des brigades de vigilance dans les quartiers populaires ou dans tous les quartiers en appui à des secteurs de la police nationale. Donc s'il n'y a pas une volonté et un plan, écoutez, c'est-à-dire les gens, la police par exemple à la boule 12, elle a un blindé, donc il y a des affrontements presque tous les jours avec les hommes de Timacac, mais la police ne s'est pas aventurée à l'intérieur, dans la vallée, pour pouvoir déloger les gangs. Donc, je pense que beaucoup de gens qui étaient là, on a dit, se réfugier dans des hôtels. Mais Franz, il y a toujours cette question, parce que moi j'aime bien lorsque tout le monde, ou en tout cas la plupart de mes compatriotes haïtiens disent que on ne veut pas de coopération avec l'international, on ne veut pas d'aide de la communauté internationale. Alors, premièrement, il y a de ces gens dans la communauté internationale. Tout le monde n'est pas complice de ce qui se passe en Haïti. Hein. Tout le monde, je parle de tous les pays, ne sont pas nécessairement complices. Vendredi, les Haïtiens ont eu une motion de l'Assemblée nationale du Québec qui reconnaît la légitimité de la lutte, qui reconnaît l'atrocité que vivent les Haïtiens tous les jours. Et ça, là, moi, j'ai rencontré des gens à Québec qui étaient sincères, qui, tout en reconnaissant la limite de leur capacité à intervenir favorablement à la résolution de cette crise,
ont promis de continuer à suivre ce dossier parce que pour nous, je crois que c'est encore important qu'on ne banalise pas sur la scène internationale par rapport à de plus grandes... Non, mais je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est que de toute façon, quand vous menez des luttes, même les Vietnamiens qui menaient, ils se sont fait des alliés avec les étudiants américains, avec des groupes aux États-Unis, et pour pouvoir illégitimer la guerre. Bon, mais ça, c'est autre chose. Je pense que le grand problème, c'est que vous avez un gouvernement qui n'a pas de volonté politique, qui n'a pas de vision politique et qui est complètement en train de gérer, je dirais, la petite administration publique ou le peu d'aide internationale qu'on reçoit. Vous n'avez pas un gouvernement autonome élu par la population qui pourrait se dire, très bien, on va s'appuyer, par exemple, je pense que c'est Michel Souka qui avait avancé cette idée, que on aurait pu s'inspirer pour monter, non pas d'avoir la police telle qu'elle est, mais de transformer au moins un secteur en gendarmerie. Là, vous avez pas de vision, vous n'avez aucune vision, donc je ne vois pas comment on peut s'en sortir si vous n'avez pas un gouvernement qui n'a pas de marge d'autonomie, qui dépend des ressources et des faibles ressources qui sont là, qui quémande toute la journée une aide internationale, mais qui n'a même pas de vision. Vous auriez pu avoir une vision de comment résoudre le problème des gangs, avoir une cartographie des gangs, et donc avoir une volonté c'est pas de demander simplement aux gens défendez-vous. Absolument, et c'est pour ça. Une brigade de défense avec un appui à des secteurs de la police nationale pour contrôler les gangs. Et c'est pour ça que l'ancien ambassadeur Riva en Haïti a dit si Mirland Maniga, je viens de lui mettre encore sous le nez à Mirland Maniga, fait une feuille de route, une proposition, le Canada va rentrer dans l'action. Alors, quelle action? Mais va rentrer dans... ça dépend de ce que vous demandez. Oui, mais je veux ça dire... dépend de ce qu'on... Qui va demander si vous n'avez pas un gouvernement légitime... Non, mais Mirland Maniga, même si c'est pas un gouvernement légitime, elle est connue pour la position qu'elle occupe. Oui, bon, je suppose. Ça pourrait être la vision de vrai. l'international, juste une minute, Pierre-Emmanuel. La vision ne pourrait être que Mirland Maniga, de la position qu'elle occupe, pourrait devenir un contre-pouvoir vis-à-vis d'Ariel Henry. Mais encore, c'est-à-dire, est-ce qu'elle a l'énergie, la volonté et la capacité de proposer une alternative? La seule chose, comme on a vu Mirland Maniga faire plusieurs sorties, je suis presque sûr qu'on finira par voir ou bien un éclatement, une dissension, quelque chose du genre. Mais ne souhaitons pas ça. Je ne sais pas ce que je souhaite pas, parce que j'attends rien de cette chose. Alors, l'élément fondamental pour moi aujourd'hui, parce que tout ce qui est en train de se faire là nous font perdre plus de temps qu'autre chose, tu sais, par rapport à une solution concrète, parce qu'il y a des gens qui meurent pendant ce temps, tu as des exercices politiques complètement inutiles qui sont en train de se faire. Messieurs, on va faire la pause commerciale. La pause commerciale de l'heure, on revient pour la suite dans un instant. Vous avez un projet pour vous ou pour un membre de votre famille en matière d'immigration? Confiez-vous à un professionnel qualifié, reconnu et autorisé. Pour vos besoins en matière d'immigration, un seul nom, une seule référence. Cabinet d'immigration Hercule.
pour le regroupement familial, réfugiés, travailleurs qualifiés, considération humanitaire, permis d'études, permis de travail, visa de visiteur, appel en cas de refus, défense et représentation devant la CSR, cabinet Hercule. Pour une consultation ou un rendez-vous, présentez-vous au 96 à 58 boulevard Saint-Michel entre Industriel et Sauvé. Téléphone 514 616 2024 au 514 725 2024. Après 3 ans d'absence de la scène musicale au Québec, la Fusée d'Or se produira le dimanche 9 avril 2023 à partir de 22h au Centre des Congrès Renaissance, 7550 boulevard Henri Bourassa Est. Sur le mode des fans de Tropique à Montréal, les productions ND et associés vous offrent l'orchestre Tropicana d'Haïti au Centre des Congrès Renaissance pour marquer les Pâques et préluder les 60 ans de Tropicana. Alors achetez vos billets maintenant à $60 chez Sono Music jusqu'au 7 février, $70 après dans tous les commerces haïtiens ou $80 au guichet. Pour info, appelez au 514-248-9425, 514-616-7165 ou Sono Music 514-723-6101. C'est l'occasion d'organiser une fête d'anniversaire, une fête quelconque à la maison, au bureau ou en salle. Pour la bonne bouffe, confiez la chose les yeux fermés à Marie-Ursule Latour Traiteur. Des professionnels des cuisines créoles et françaises qui vous font des repas, des bouchées absolument divins. Pour la réussite de votre événement, confiez sans hésiter la section des repas au meilleur traiteur en ville, Marie-Ursule Latour, avec ou sans service, et vos invités seront contents. 514-268-6665. Ici Éric Giergal. Avec moi, vous écoutez CPAM, Radio Union à Montréal. Les enfants, le travail, les transports, on court, on se bouscule, on se salit, on s'insulte. Arrêtez tout. Le samedi vous fait grâce. Musique, littérature, sport, cinéma, analyse et commentaires, l'information sous toutes ses coutures, avec Jean-Ernest Pierre et son équipe, tout à meilleur goût le samedi. Grâce matinée, votre petit plaisir du week-end. Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour avec Franz Voltaire, Jean-Emmanuel Pierre et M. Saint-Fleur, Henri de son prénom. Sommes de retour et, messieurs, je pense qu'on a fait le tour des questions haïtiennes pour l'instant. Le tour de la cour. Hein? Pour l'instant. Pour l'instant, on a fait le tour. Maintenant, on peut regarder ce qui nous amuse, ce qui est intéressant pour les yeux. C'est ce qui va se passer aux États-Unis, plus précisément à New York, mardi prochain. Le suspense le plus total. Est-ce que Trump va se présenter lui-même devant le tribunal mardi? Il n'a pas le choix. Comment tu dis qu'il n'a pas le choix? On a toujours le choix de se faire arrêter. On a toujours le choix, n'est-ce pas? S'il décide de se faire arrêter, il peut ne pas se présenter, absolument. Parce que j'ai entendu son avocat sur le fait que la seule garantie qu'il a tenté d'avoir, qu'il a réussi à avoir, c'est que Trump ne sera pas menotté. C'est-à-dire qu'on ne va pas le voir entrer au tribunal menotte au poing, genre non, mais... ce qui pourrait aciduler peut-être le spectacle. Mais bon, c'est quand même quelque chose. Mais il faut qu'il se présente. Oui, c'est ce que je viens de te dire. Devant le tribunal. L'avocat a donné la garantie qu'il va se présenter. Il est convoqué, il n'a pas le choix. Il a été inculpé. Mais je comprends pas. Non, mais tu viens. Il peut ne pas se présenter. Oui, il peut ne pas se présenter et se faire arrêter. Il peut ne pas se présenter. Non, ce n'est pas un truc fédéral. Donc, il peut ne pas. Il pourrait. Le seul problème qui lui arriverait, c'est qu'il ne pourrait plus les mettre les pieds à New York sans qu'il se fasse arrêter. Mais et possiblement il y aura une demande d'extradition. Mais déjà, M. DeSantis avait affirmé qu'il ne signerait aucun ordre d'extradition. Mais bon,
il a peut-être intérêt à continuer à venir à New York, puisque en fait, il s'agit, comme on dirait, d'un délit mineur par rapport à ce qui lui pourrait être reproché au fédéral. Non, mais moi, je rapporte ce que son avocat a dit. Il va se présenter, c'est ce que j'étais hier soir, j'étais en train d'écouter l'avocat, en train de dire que la seule garantie apparemment qu'ils ont obtenue, c'est qu'il ne sera pas menotté, mais il va suivre l'exercice que tout le monde fait, prendre des photos, prendre des empreintes, répondre décliner nom, prénom, adresse, etc. Ce que Donald Trump avait considéré comme extrêmement humiliant pour un ancien président, etc. Qu'est-ce que ça va donner d'ici là? On ne sait pas. C'est humiliant pour un ancien président. C'est pas lui-même qui considère, c'est humiliant. La preuve, c'est la toute première fois dans l'histoire américaine qu'on va vivre une situation semblable. C'est humiliant. Maintenant, ce que je ne comprends pas dans la politique américaine, messieurs, c'est que il n'y a pas entre la droite et la gauche, entre les deux extrêmes, il n'y a pas un juste milieu. Comment se fait-il qu'un président puisse s'être comporté de cette manière-là? On parle effectivement délits mineurs dans ce cas-ci, mais on sait que les majeurs sont en route. Plus tard, c'est encore plus triste, n'est-ce pas? Et ça, c'est juste pour dire, c'est une amorce par rapport à ce qui attend Trump. Comment un politicien de la Trump de DeSantis puisse y aller avec une telle déclaration? Ah, parce qu'il veut récupérer. Ah ben c'est ça. Il veut récupérer. Ah ben c'est de la petite politique. Ah ben non, c'est pas de la. Il veut être président de la République, hein, donc ils n'ont aucune limite, hein, donc il veut récupérer les votes des trompistes. Il peut pas se montrer, c'est un peu la même chose pour les républicains. Mais c'est pire que ça. Moi je regarde, je pense que c'est. Parce que les sondages montrent que Trump est encore très populaire, hein. Mais Franz, comment on peut m'expliquer que l'idéologie des républicains, c'est une idéologie d'extrême droite, de gens purs et durs, etc. et qui... Attendez, pas du tout. Parce qu'il y a des républicains qui sont conservateurs sur le plan fiscal. Ils n'interviennent pas au niveau de la morale. Maintenant, les partis politiques aux États-Unis, c'est des grandes alliances. C'est-à-dire, quand Trump s'est présenté, c'est pas par hasard qu'il a choisi Mike Pence, qui, lui, est lié à la droite religieuse. Donc, il y a des segments de la droite religieuse qui voient dans tout cela un complot, parce que ce que Trump a fait pour eux, c'est la nomination, pas seulement des 6, je crois que c'est 6 juges, pour avoir une majorité conservatrice à la Cour suprême. Mais il y a toutes les cours d'appel qu'il a nommées, c'est dans les cours fédérales, hein, je ne sais pas combien de juges, et donc ces gens-là, et comme on dit, les voies du Seigneur sont impénétrables, ils voient dans Trump, je dirais qu'on ait choisi Trump. L'extrême droite voit en Trump un messie. L'extrême droite voit en Donald Trump un messie carrément. Maintenant, puisqu'on parlait de réaction, moi, plus que la réaction de DeSantis, je m'attendais à cette réaction de la part de DeSantis, honnêtement, mais quelqu'un qui avait l'air un peu plus sérieux, parce qu'il est sorti presque dos à dos, surtout après les incidents au Capitole. Moi, c'est la réaction de Pence qui m'a surtout surpris. Ah oui, mais son électorat peut-être ne pas accepter ça, donc il se montre, ils s'en foutent à la rigueur. Mais il faut... Ils vont pas se mettre à dos l'électorat de Donald Trump puisqu'ils sont candidats à la présidence. Alors, messieurs, quand on analyse en profondeur cette société américaine, c'est une société dégoûtante. Moi, je regarde... C'est très complexe. Mais c'est dégoûtant. Moi, ça me dégoûte de voir. Et à un moment donné... À un moment donné, il y a trop de contradictions qui traversent une seule et même société.
Et ces contradictions-là, c'est comme lorsqu'on dit il y a un moment donné où tu vas finir par mourir de honte, n'est-ce pas? Parce que il y a dans l'équipe des Républicains des contradictions immenses. Il y a chez les démocrates des contradictions immenses. Il y a chez le peuple américain des contradictions immenses. Et ça, là, ça va finir par avoir raison de la position des Américains sur la scène internationale. Hein? Je ne sais pas si ce sont... C'est ces contradictions-là. On ne peut pas être traversé par autant de contradictions et rester en équilibre. Ah oui, maître Pierre, n'oublions pas, les États-Unis, la Chine, la Russie sont des sociétés fortement peuplées, différenciées. Il y a des groupes ethniques. Quelqu'un avait essayé de faire une carte intéressante des États-Unis pour montrer qu'effectivement, vous avez des États ultra-conservateurs, vous avez des zones de ce qu'ils appelaient le Bible Belt, la ceinture biblique, mais vous avez aussi des villes extrêmement développées, des syndicats. Écoutez, le Vermont est un État ultra-démocratique. C'était le seul État à élire, mais les États-Unis, comme le nom l'indique, ce n'est pas un pays. France, c'est une fédération d'États. Une fédération, effectivement. France, on va regarder le conservatisme ici au Canada. On va voir qu'ils ont une discipline vraiment rectiligne où tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils disent reflète l'idéologie conservatrice. Oui, mais assez bizarrement, on va aduler aux États-Unis un homme immoral et on me parle de la droite religieuse. C'est quoi ça à voir avec la religion? Non. Un homme qui est accusé d'avoir eu une vie extra-conjugale, ce qu'un homme de droit, n'est-ce pas, ne doit jamais faire. Jean-Emmanuel, tu me regardes dans les yeux. Mais jamais, pas vrai? Mais et pourtant... Regardez, Maître Pierre, le comportement de l'Église, de certains secteurs de l'Église catholique. Pédophilie, des évêques qui ont été pris dans des trucs de corruption monétaire. Donc, vous savez, ce sont des institutions très complexes avec toutes sortes de secteurs. Il y a des gens qui respectent dans l'Église catholique les vœux de pauvreté, mais déjà le XIIIe siècle. C'est pas par hasard que ce pape a pris le nom de François avec les franciscains et Saint-François. Eh bien, ils avaient formé des ordres. Moi, j'essaie de comprendre ce que Jean-Ernest est en train d'évoquer, Franz. C'est vrai qu'il y a toute cette demi-vérité, tous ces mensonges, etc., etc. Mais dans la forme, ne serait-ce qu'en apparence, c'est-à-dire à un certain moment, on s'était dit qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient mises sur le compte de Donald Trump. Tu sais, que c'était une campagne, que c'était de la politique. Un peu ce que, d'ailleurs, Mike Pence a évoqué encore hier. Comment peut-on faire ça à un président des États-Unis, à un président de la République, sur la simple base d'un ébolio électoral? C'est-à-dire, on tente de banaliser, on va toujours trouver... Mais dans l'essentiel, c'est-à-dire, à un certain moment, je savais qu'il y avait beaucoup de gens qui remettaient en question tous ces scandales autour de Donald Trump. Et alors que là, on a l'impression qu'on est revenu à la case départ, qu'on est revenu, que finalement, cette mise en accusation, bizarrement, si ça tourne en queue de poisson, servira beaucoup plus Donald Trump que le desservir dans la dynamique électorale. Mais ça va prendre du temps, Jean-Emmanuel, crois-moi. Ça va tourner en boucle avant que Donald Trump, s'il doit s'en sortir, s'en sorte. C'est pas vrai que les élections de 2024 vont trouver un Donald Trump avec toute une virginité. Non, il aura déjà comparu devant un tribunal, faire ses empreintes, etc. Et il y en a beaucoup qui croient que Donald Trump mérite tout ce qui lui arrive et j'en suis. Mais Maître Pierre, moi, c'est pas Donald Trump qui m'inquiète. Donald Trump, c'est bon, je dirais, c'est très vulgaire, mais Ron DeSantis
avec sa politique, est Encore beaucoup plus redoutable. Absolument. Parce que lui, il n'a pas de squelette dans son placard, peut-être, on ne sait jamais, mais disons, on peut penser que sa vie a été scrutée à la loupe, et donc on peut avoir justement comme un effet, je dirais, boomerang, que l'arrestation possible de Donald Trump conduise ses partisans ou les républicains à se rallier derrière quelqu'un qui est charismatique. Mais ça sera bien fait pour les Américains d'avoir un Ron DeSantis. Les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent, Jean-Emmanuel. Tu répètes après moi. Le problème, Maître Pierre, c'est que ici, on peut élire quelqu'un, ça n'aura pas des effets sur le monde. Le problème des Américains, c'est qu'ils vont déterminer en grande partie l'avenir du monde. Mais ce que tu dois comprendre aussi, Franz, à un moment donné, nous avons, lorsque... avait dit une phrase, ce que fait l'Amérique peut avoir des conséquences pour tous les peuples de la Terre. Mais oui. En riant, tout le monde, toute la planète devrait voter pour les États-Unis. Mais tu comprends aussi qu'à un moment donné, c'est grandeur et décadence, c'est une règle immuable de ce monde, n'est-ce pas? C'est le même problème de pays. C'est une règle immuable, Franz. Et quant à moi, c'est pas parce que je préférerais ça, mais à regarder les Américains se donner un spectacle comme ça, depuis l'arrivée de Donald Trump comme président, c'est 4 ans d'imbécilité sur la scène internationale, avec un président là qui arrive, qui s'appelle Joe Biden, qui ne fait littéralement pas mieux, ou à peine un petit peu mieux, toujours englué dans des scandales, son fils, etc. Mais c'est quand même la première puissance mondiale, messieurs, qui se place à une position pour donner l'exemple à suivre. Mais les États-Unis finissent par être l'exemple à ne pas suivre. Oui, non, attends France, il y a notre Saint-Fleur qui veut dire quelque chose aussi. Non, je pense qu'on oublie une chose qui est essentielle, c'est que Donald Trump a quand même la moitié des habitants des États-Unis avec lui, hein, ou presque, d'accord. Et deuxième point, je pense qu'il est important de souligner, c'est que pour beaucoup d'Américains, ces accusations-là est tellement mineur que ça n'aura pas d'importance. Parce que ce qu'on assiste présentement, c'est que les circonstances par rapport à la pandémie donnent raison à Donald Trump sur plusieurs dossiers. Et là, et au moment où ça se produit, il y a ce revirement par rapport à cette accusation. Donc, moi, je pense que, premièrement, Donald Trump est maître dans l'art de reporter les différentes accusations qu'on a contre lui. Messieurs, je m'excuse. Hein. Moi, je regarde une accusation, on dit peut-être banale, mais imaginez, tu vas te présenter à la présidence de ton pays, et il y a quelqu'un qui dit qu'elle a eu une relation extra-conjugale avec toi pendant 1 an ou je ne sais quoi, et tu payes littéralement $130,000 à cette personne-là. Et ça, c'est pas des oui-dire, là. Il y a eu même un magnat de la presse qui a voulu acheter le livre de Stormy Daniels pour ne pas publier, parce que c'est un proche de Donald Trump, ne pas rendre public cette... Oui, mais autrement dit, là, autre chose, se présente devant la cour... Non, mais tu oublies une chose qui est encore plus essentielle. Son avocat fait de la prison, Michael Cohen. Bon, alors, on se présente là avec ça. Avec ça, ça s'appelle du cover-up. Et puis... Si encore, oui, tout à l'heure j'ai dit qu'un chrétien ne doit pas avoir 3, 4, 5, 6 femmes, mais un chrétien fait ce qu'il veut finalement. Si encore, dans l'exercice qu'il allait faire un peu plus tard, il ne prenait pas ces $130,000 comme étant des dépenses électorales qu'il avait avouées, etc., etc. Mais non, il y a un décompte qui est fait, et c'est à Trump, c'est pas aux administrateurs de la Trump Tower, là. Ça, c'est Donald Trump qui était le candidat et qui a regardé toutes ces notes et qui doit payer pour ça. Alors, quand des citoyens
proches de Trump qui devraient être au courant et qui ont vu et qui comprennent, un Mike Pence, n'est-ce pas, qui comprennent dans les détails ce qui s'est passé. Et on me dit, c'est pas rien. Alors, c'est quoi ça là? Non, les vraies accusations, Maître Pierre. Il y en a d'autres plus sévères, plus sérieuses. Ce sont les vraies accusations. Parce que, en fait, ce dont il s'agit, ce n'est pas le fait qu'il ait payé Stormy Daniels. C'est le fait que l'avocat Michael Cohen a payé Stormy Daniels avec son argent et après qu'il a fait passer, il a remboursé Michael Cohen avec les dépenses électorales. Parce qu'en fait, si lui l'aurait payé, c'était une vulgaire question de meurtre pour les gens qui l'auraient payé une prostituée. Mais là, on le fait payer. Rappelez-nous ce qui s'était passé à l'époque avec Al Bill Clinton. Avec Al Capone. Al Capone. Ah oui, sur la simple base d'une histoire comptable. Parce qu'il n'avait pas payé d'impôts. Oui, ça. C'est-à-dire, en fait, le procureur a pu trouver la faille que Trump a utilisé de l'argent électoral. Je dis, quand on dit, et certains commentateurs ont dit que c'était mineur, c'est parce que les dépenses électorales aux États-Unis, c'est plus d'$1 milliard. Donc, 130 000 ne représente pas grand-chose, rien. Messieurs, est-ce que vous me permettez de fâcher France? Oui. Bon, on va fâcher France parce que l'adhésion à l'OTAN de la Suède et la Finlande, ça ne change rien du tout. Je le savais. D'ailleurs, aujourd'hui, on a des élections en Finlande. Je le savais, France. Non, on a des élections en Finlande aujourd'hui. Et effectivement, la première ministre qui est social-démocrate peut se voir contestée par la droite et l'extrême droite. Parce que l'extrême droite finlandaise, elle n'arrivera pas au pouvoir certainement, mais elle peut changer aussi l'agenda. Mais ça ne changera pas grand-chose. C'est-à-dire parce que déjà la Finlande, elle n'était pas intégrée à l'OTAN, mais elle participait des exercices tout comme la Suède de l'OTAN. C'est-à-dire en fait, moi, c'est pas ça qui change. Va dire tout ça à Vladimir Poutine. Non. Mais laisse-moi parler, laisse-moi régler mes affaires avec Franz. Franz Voltaire, va dire tout ça à Vladimir Poutine pour voir s'il va prendre ça en riant comme ça. Non, et c'est ce que vous disiez la dernière fois lorsque je vous disais que Vladimir Poutine avait... en anglais, on dit bien compté, mal calculé. Hein, n'est-ce pas? Il n'est pas d'accord. Écoutez, il a lancé son intervention et sa guerre en Ukraine. Certainement, il y a des mauvais calculs qui ont dû être faits parce que moi, dès le départ, si vous vous rappelez, j'ai dit, mais avec 130 000 hommes, vous ne pouvez pas prendre Kiev. C'est vrai. Il a fallu aux Allemands 1 mois et 2 millions de soldats pour prendre Kiev. Kiev est plus grande que l'île de Montréal. C'est-à-dire Kiev, c'est presque l'extension, je dirais, avec 4 millions d'habitants. Plus pour prendre Kharkiv, qui a plus d'1 million d'habitants. De prendre Odessa, c'était une sorte de s'étendre sur tous les fronts. Bon, moi, ça, c'est la partie militaire. La partie militaire, la Russie mène une guerre qu'on peut appeler, disons, de guerre méthodique, de guerre de grignotage. C'est des petits morceaux qu'elle avance. Par contre, l'Ukraine, ce qui doit être vu, c'est est-ce que l'Ukraine a la capacité de maintenir Franz, offensive en même temps. Franz, il est bon politicien. Franz, moi, je n'étais pas là-dessus. J'étais sur la raison même de cette guerre, le but mené par Vladimir Poutine et la complainte de Vladimir Poutine a été toujours que l'OTAN soit trop proche de ses frontières. Et moi, j'avais dit au début, Franz, en menant cette guerre contre l'Ukraine, ça donne à ces pays proches de la Russie des prétextes d'aller chercher un parapluie de l'OTAN parce que la Russie a cette capacité d'envahir des pays ou en tout cas l'ex-Union soviétique à envahir des pays que les pays veulent se protéger de la Russie de Vladimir Poutine, pays envahisseur. Attendez, la question de la Finlande est très complexe. La Finlande a déjà eu une guerre avec la Russie dans les années 30. Et la guerre qui avait conduit la Finlande à s'appuyer avec l'Allemagne pour maintenir la guerre. Évidemment, la Finlande a perdu une partie de territoire, la Carélie, mais il n'y aurait aucun intérêt, parce que, je dirais, économique, à une guerre avec la Finlande. Bon, les sociodémocrates qui étaient au pouvoir avaient pu faire une entente et que
la Finlande avait été, d'ailleurs, c'était le modèle qu'on avait appliqué plus tard que les Russes. C'est pourquoi ils n'ont pas occupé. Jean-Emmanuel ne court pas. Non, Donc, je vous écoute. moi, la question importante, ce n'est pas de savoir, bon, la question d'adhésion à l'OTAN, c'est évident qu'un petit pays de 5 millions d'habitants, avec une décroissance démographique, peut voir dans l'alliance avec l'OTAN une protection, tout comme les petits pays de la Baltique. Parce qu'ils ont une longue histoire avec la Russie. Par contre, moi, mon problème aujourd'hui, c'est de voir où on en est avec la guerre et de voir les prévisions. Mais Franz, si en faisant cette guerre, Vladimir Poutine comptait éloigner l'OTAN de ses frontières, eh bien Vladimir Poutine vient d'avoir l'OTAN dans ses bottes. Dans 5 ans, s'il avait fait la guerre dans 5 ans, dans ses bottes. Il serait complètement décalé. Mais on s'entend, Franz, avec ces deux pays-là qui vont donner le droit à l'OTAN de se déployer sur leur territoire. Non, vous n'avez pas lu les textes. C'est pas l'OTAN ne se déploie pas en Finlande. Mais pour l'instant, mais à partir du moment où la Suède, la Finlande deviendront des membres à part entière de l'OTAN, Franz. La Finlande a une armée citoyenne. Tout le monde fait le service militaire. C'est très différent. La Finlande est un pays où il y a une tradition militaire très forte. En plus, la Finlande, c'est un pays de forêt, c'est un pays de marécage. C'est pas évident que la Russie puisse. Non, mais Franz, est-ce que tu sais que ça mécontente davantage Vladimir Poutine, qui, au départ, lorsque les deux pays avaient annoncé leurs intentions de faire partie de l'OTAN, Franz, ils disaient, mais ils avaient le droit, ils ont le droit d'appartenir à quelle que soit l'organisation. Là, il prend ça très au sérieux, et c'est la Biélorussie même qui sera utilisée pour déployer des armes atomiques. Non, maître Pierre, les armes en Biélorussie. Pourquoi les armes en Biélorussie? Parce que pour faire pression sur l'OTAN, sur l'Europe, sur l'Ukraine. Aussi simple que ça. Non, moi, cette question-là, je ne crois pas que ce soit fondamental du point de vue du futur. Parce que la Finlande, déjà, avait réorienté son économie vers l'Europe, vers l'international. Donc, pour moi, la question qui se pose maintenant pour comprendre, ce n'est pas l'humeur de Vladimir Poutine. Moi, je ne suis pas dans sa tête. Ce qui nous intéresse, c'est de voir, parce que nous arrivons au printemps, est-ce qu'il y aura une contre-offensive ukrainienne et où elle aura lieu, et si elle sera victorieuse, pour permettre de redéfinir les rapports militaires. Parce que en tout cas, c'est une guerre vraiment très rude pour... Maître Pierre, ça peut relever de la rhétorique, ça peut relever... Parce que les Russes, l'OTAN est déjà en Pologne. Donc l'OTAN, il y a des bombes atomiques en Pologne, en Allemagne. Mais c'est sur les bases américaines, pas sur les bases polonaises. Parce que l'arme atomique et la défense et l'utilisation, c'est même pas l'OTAN, c'est les États-Unis qui disposent de cette utilisation. Oui, voilà. Franz, on va observer la pause commerciale et puis on terminera avec la scène canadienne des tragédies qui nous frappent à tour de bras ici au Canada. Merci, on fait la pause, on revient avec nos collaborateurs Henri Saint-Fleur, Jean-Emmanuel Pierre, Franz Voltaire, et ça sera dans un instant, mesdames, messieurs. Je rappelle que vous êtes toujours à l'écoute de votre AM 1410 à Montréal. C'est votre grâce matinée. Tandem bien. Commerçants, hommes et femmes d'affaires, ce message s'adresse à vous.
Vous rêvez souvent de placer des annonces à CEPAM pour favoriser le développement de votre entreprise, mais vous avez chaque fois repoussé à plus tard la démarche. Fini cette indécision avec le programme de la visibilité pour les petites entreprises. Quel que soit votre budget, il y a un créneau qui fera votre affaire à coup sûr. Ne cherchez pas bien loin, votre clientèle cible nous écoute. CEPAM, c'est pas nous toutes. Notez que le programme de la visibilité pour les petites entreprises est en place pour une durée limitée. Appelez-nous tout de suite 514-790-2726. Si ce message vous a atteint, le vôtre atteindra votre client sur CEPAM. CEPAM, c'est pas nous toutes. Bon, attendez, est-ce que nous parlons pour nous rien dans nous? C'est l'homme qui va faire Kako is in the town, Canada City, baby, et puis s'entendez à... Samedi le 8 avril, Bingo Night, danse, comédie show avec Kako et DJ Jack. Qui dit Bingo Night dit prix à gagner. Forfait voyage $500, téléviseur 50 pouces, plusieurs micro-ondes, kit de produits, essence de beauté. De 19h à 22h, soirée d'humour avec Kako. De 22h à 3h du matin, soirée dansante avec DJ Jack et DJ Edge. À la Providence du 6566 rue Jarries, billets en vente partout. $50 à l'avance, 60 à la porte. Bingo Night avec Kako. Info 514-547-1547, 514-547-1547. Nous pas bien vente pour nous rire. Votre adresse de produits cosmétiques de qualité supérieure, c'est Excellence Produits de beauté. Les greffes de cheveux naturels, produits capillaires, accessoires et outils pour cheveux, bref, tout ce qui touche aux cheveux, c'est Excellence Produits de beauté. Découvrez et magasinez toutes les nouveautés 3X et 6X Stretch Braid, des greffes Jumbo Braid à partir de $5,99. Le vrai prix des bons produits cosmétiques, c'est Excellence Produits de beauté. Excellence Produits de beauté, 11 824 Boulevard L'Angelier, Montréal-Nord. Téléphone 514-328-6096. Excellence Produits de beauté, le magasin qui tient toutes ses promesses. CPAM, radiounion.com. Pour vivre son ethnicité en français au Québec. 1410 AM. Les enfants, le travail, les transports, on court, on se bouscule, on se salit, on s'insulte. Arrêtez tout. Le samedi vous fait grâce. Musique, littérature, sport, cinéma, analyse et commentaires, l'information sous toutes ses coutures, avec Jean-Ernest Pierre et son équipe, tout à meilleur goût le samedi. Grâce matinée, votre petit plaisir du week-end. Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour pour vraiment le dernier tour avec Franz Voltaire, Jean-Emmanuel Pierre et Henri Saint-Fleur. Pierre Saint-Fleur, bon, on fait bien l'affaire, n'est-ce pas? Alors, on va regarder comme dernier dossier ce drame à Akwesasne, où 8 personnes ont péri en tentant de rejoindre les États-Unis. C'est une répétition d'un drame, le premier en fait connu, a été mis au jour au mois de décembre, je pense le jour de la Noël, n'est-ce pas? Où un jeune homme d'origine haïtienne est mort 2 fois, transi 2 fois à la frontière à la frontière canado-américaine, n'est-ce pas? Il essayait effectivement de traverser la frontière. Et ça, ce drame d'Akwesasne arrive après la fermeture du chemin Roxham, messieurs. Moi, je regarde tout ça rapidement. Le comportement des uns et des autres, naturellement, tous les politiciens ont eu un mot vraiment gentil, compte tenu des circonstances, pour ces gens-là qui doivent prendre la mesure des situations avant de s'aventurer de n'importe quelle manière, etc. C'est bien beau, c'est la morale, mais, messieurs, la raison de tout ça n'est pas jamais évoquée d'une certaine
manière n'est pas évoqué. Pourquoi les gens croient devoir quitter leur pays pour essayer d'atteindre le Canada ou les États-Unis en risquant leur vie? Et cette chose-là se fait depuis, ma foi, des lustres. Parce que les gens ont faim, parce que les gens sont persécutés, parce que les gens ont des besoins qui ne sont pas satisfaits, alors que de ce côté-ci, on ne cesse de monter des murs, de monter des difficultés en difficulté, n'est-ce pas? Et quelqu'un, messieurs, alors là, qui a eu le courage de le dire, je pensais que c'était lorsqu'on n'est pas politicien, qu'on peut se permettre de dire n'importe quoi, comme moi avec ma bouche est à moi, hein, je dis n'importe quoi. López Obrador, le président mexicain, l'a dit. Et pourquoi, diable, vous empêchez à ces gens-là de venir chez vous, mais vous ne les aidez pas à rester chez eux? Monsieur, López Obrador m'a entendu. Accordé à ces gens-là, il dit qu'il a essayé avec Donald Trump comme président d'établir des programmes en Amérique latine pour permettre à ces gens-là de rester chez eux. Ça n'a pas marché. Avec ce président américain, ça marche un tout petit peu, mais pas plus. S'il dit, par contre, c'est le programme Biden qui réussit à ralentir un peu le rythme de ces candidats à l'immigration passant par chez lui, justement, n'est-ce pas? Et malgré qu'il demande l'aide de Joe Biden, rien à faire. Alors que, messieurs, quand on est dirigeant de ce monde-là, il me semble, moi je dis encore une fois, c'est légitime que ces grands pays veuillent empêcher des gens pauvres de venir, des gens noirs de venir sur leur territoire, des gens bleus de venir sur leur territoire. Mais s'il vous plaît, il y a quelque chose à faire, hein? Il y a quelque chose à faire et je ne parle pas de morale. Je parle de faire des affaires, on dit ça, être de bon commerce. Hein? Comment s'appelle ce programme-là? Quand vous achetez le café de l'autre, là, vous lui donnez le prix du café. Café équitable. Café équitable. Commerce équitable. Hein? Alors, commerce équitable. Alors, c'est un problème. Et je me dis, Jean-Emmanuel, quand on est dirigeant, on devrait être des dirigeants responsables du monde. Mais, tu sais, l'autre aspect que ça révèle aussi, c'est les difficultés de plus en plus de s'établir au Canada, d'avoir un statut au Canada. Parce que souvent on ne parle pas de ça. D'ailleurs, je me rappelle une de nos discussions, Jean-Ernest, je crois Asma était là aussi. C'était quand on parlait de cet Haïtien qui était mort et on disait qu'on ne parle pas assez du trafic Canada vers les États-Unis. On parle souvent des États-Unis vers le Canada, mais beaucoup de gens refont le chemin inverse après avoir été déçus, par la situation au Canada. Et ce ne sont pas seulement les Haïtiens, c'est beaucoup de Latino-Américains, d'ailleurs, qui ne restent même pas, qui utilisaient Roxham pour y aller. Et là, le drame d'Akwesasne, comme Jean-Ernest l'a souligné, révèle qu'on est loin, en fermant Roxham, de résoudre le problème du voyage clandestin. Et ce que ça nous dit, un pays comme le Canada, avec une certaine conscience sociale, ce que ça nous remet sur la gueule, c'est qu'il y a une priorité de l'humain qui devrait d'abord et avant tout motiver les décisions politiques, les démarches politiques. Il y a une priorisation de l'humain qu'on est en train de perdre. C'est un peu ce que ces drames-là nous rappellent par rapport au Canada. Oui. Moi, il faut voir pourquoi tous ces problèmes existent. Parce qu'on a décidé à un moment donné de créer ce qu'on appelle l'État-nation. Hein? L'État-nation, c'est quand on a un État-nation, donc on crée des frontières, on crée des lois pour gérer le passage d'une frontière ou entre les frontières, et là, ça crée des problèmes. Parce que normalement, et on est tous d'accord que
ces frontières, il n'y a pas de ligne précise. Hein, c'est virtuel. Donc, à partir du moment qu'on crée... De certains cas, il y a des murs. Oui, dans certains cas, avec les États-Unis, il y a des murs, effectivement. Et ailleurs aussi. Oui. Mais... La République dominicaine va monter. Absolument, qui a déjà commencé, mais de plus en plus d'ailleurs. Oui, c'est que les gens, alors qu'on parle de mondialisation, on se rend compte que la mondialisation a créé beaucoup plus ce nécessaire passage vers tout ce qui est communautaire, beaucoup plus que tout ce qui est mondial. Et plus ça avance, on semble retrouver dans la plupart des pays un égoïsme qui empêche justement... Qui a toujours existé. Qui a toujours existé. Il y avait beaucoup plus d'hypocrisie. On ne pouvait pas. Quand que les gens restaient chez eux, n'est-ce pas, ils se faisaient exploiter et n'essayaient pas de suivre le chemin de la route de leur richesse, n'est-ce pas? Ben, c'était correct. Mais maintenant que les choses, ces gens se sont fait exploiter vraiment à la planche, comme on dit, et là, ils n'ont plus rien et ils commencent à suivre le chemin de leur richesse, et ça dérange. Ça dérange. Et puis, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans la politique des Américains. Alors, ou bien les Américains, c'est des Européens en transition sur le territoire des Amériques, ou bien ils n'aiment pas l'endroit où ils habitent parce qu'ils font le bonheur. Ils essaient de faire le bonheur de l'Europe encore, par tous les moyens, en négligeant l'Amérique. Ils ont eu à négliger l'Afrique, ils l'ont regretté, ils sont en train de mordre leur pouce aujourd'hui. Maintenant, ils négligent l'Amérique. Moi, je ne comprends pas Franz Voltaire. Bon, vous savez, ça tombe dans des prévisions qu'on a faites le mercredi 23. Nous avions au syndicat, durant la semaine d'action contre le racisme, c'était le thème de la semaine, un accueil humain pour les migrants et les réfugiés. On est en face d'un problème, et dès l'annonce de la fermeture du chemin Oxfam, dans la table ronde qu'on a eue, on a signalé que la fermeture de cette frontière n'allait faire que se déplacer vers des zones plus inquiétantes, moins contrôlées, le flux de migrants. On a une frontière de 8090 km, si je ne me trompe, avec les États-Unis. Nulle part. Le Canada n'avait jamais été confronté, jusqu'à peut-être 5-7 ans, avec l'ouverture de Oxfam, à une migration, je dirais, disons, clandestine, une migration qui ne passait pas par les postes frontières. Le recours à ce tiers pays sûr a eu des conséquences. Vous parlez de Obrador, de López Obrador. Écoutez, on vient d'avoir une tragédie aussi chez les migrants. Absolument. 33 morts dans un incendie. Dans une prison. Dans une prison. Oui, mais c'était prison d'immigrants. Absolument, c'est ce que je te dis. Donc, on a des tragédies. On le voit en Europe avec ces milliers de morts africains. On le voit avec la montée d'une sorte de sous-racisme. On a entendu le président tunisien déclarer que les migrants subsahariens, en fait, menaçaient de remplacement des Tunisiens. Donc, on voit aujourd'hui les changements climatiques provoquent des désastres naturels qui poussent des populations à migrer. Mais la grande partie des migrants, ce n'est pas en Europe qu'ils vont. C'est-à-dire les 90% des migrants ou des réfugiés somaliens, ils vont au Kenya. Les réfugiés, le Liban, avec 3 millions d'habitants, reçoit 1 million de Syriens. Alors, la quantité de migrants est relativement faible que reçoit le Canada. On parle aux États-Unis qui a des frontières avec le Mexique et une frontière maritime avec les Caraïbes. Donc, on se rend compte et le Canada, où il y a un énorme déficit de main-d'œuvre. Et Henri a souligné tout à l'heure quelque chose qui est important. Vous savez qu'il y a des milliers de gens qui travaillent ici, dans les travailleurs avec des visas temporaires, qui n'auront jamais le visa de permanence de résidence ici, et qui travaillent. Je vous souhaite
qui ne l'ont pas vu. D'ailleurs, c'est eux qui ont reçu le prix que nous octroyons durant la semaine d'action contre le racisme. C'est un magnifique documentaire qui a été fait sur tous ces travailleurs qui font 12-16 heures. Qu'il y a, si vous allez à Montréal-Nord, des camionnettes qui viennent prendre les gens pour aller faire la cueillette. Et des dirigeants de l'agriculture au Québec, dans le privé, qui disent, écoutez, s'il n'y avait pas tous ces gens, l'agriculture québécoise s'effondrerait. Bon. Pour dire tout ça, c'est que nous sommes face à un problème qui aurait pu être résolu ici, parce que les morts qui sont là sont des morts de trop. Sont des morts qui auraient pu être évitées si on légalise le processus de demande d'asile. Mais on ne menace pas les gens de les refouler, parce que ce qu'on va créer, on va créer un sous-prolétariat. Mais Franz, honnêtement, je pense que les pays ont encore le droit de choisir, de faire tout ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Non, Maître Pierre, juste, vous avez dit le droit. Ouais. Vous êtes avocat, Maître Pierre. Ouais. Vous savez que l'esclavage était légal aussi. Comment? L'esclavage était légal. Non, mais on s'entend qu'on ne reviendra pas dans les années où il n'y avait pas de frontières, où il n'y avait pas de passeport, où il n'y avait pas de visa. Maître Pierre, non, il y a toujours eu des passeports. Non, mais France, quand les Christophe Colomb est arrivé et a planté la découverte de l'Amérique, il n'y avait pas de visa. Il n'y a pas de découverte, il y a une conquête militaire de gens qui sont mieux armés que vous et qui débattent chez vous. Donc, d'ailleurs, l'Église catholique vient de révoquer sa fameuse doctrine de la découverte. Il y a eu une conquête de terre. Je pense que c'est une cinéaste Abenaki qui disait cela, qui disait c'est pour le Canada. Elle disait que c'est le plus grand hold-up qu'il y a eu dans l'histoire, cette appropriation de de millions de kilomètres carrés par des gens venus d'ailleurs. Bon, bref, l'histoire s'est construite comme cela. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une demande de main-d'œuvre, il y a des gens qui sont désespérés par la violence, par la crise politique, parce que dans le cadre de compatriotes, ils ne viennent pas d'Haïti directement, ils viennent de l'Amérique du Sud, ils traversent tout le continent dans des conditions épouvantables. Il y a la nécessité d'un accueil humain des réfugiés et des migrants qui arrivent, parce que il y a des demandes de main-d'œuvre, il n'y a pas un problème de main-d'œuvre, et on va rendre mais France, la question de main-d'œuvre, si les gens s'accommodent, par exemple au Canada, il manque dans tout là. Aujourd'hui, lorsque vous obtenez un service contre rémunération naturellement, vous êtes extrêmement chanceux. Exemple, nous avons un problème ici à la radio depuis, ma foi, presque un an ou presque un an et demi, 2 ans. Jean-Emmanuel, lorsqu'on fait couler l'eau, puis ça fait un bruit énorme. On a besoin d'un plombier, mais qui est plus que plombier, mais faut vraiment aller dans les murs, etc. Et on a fait venir quelqu'un qui est venu une fois, et puis malheureusement, la chose ne s'est pas réglée. Autrement dit, là, tous les corps de métier sont en demande extrême, et puis ils estiment qu'ils peuvent continuer comme ça et continuer à snober la main-d'œuvre non qualifiée ou la main-d'œuvre venue des pays en développement. Bon. Le programme, au contraire, c'est de la main-d'œuvre qualifiée. C'est ce que je te dis. Ils veulent la main-d'œuvre qualifiée. Et tant qu'à être avec des baccalauréats et des doctorats, pour venir faire du taxi au Canada, n'est-ce pas? Cela dit, Jean-Emmanuel, moi, je considère que ces gens-là ont le choix. Ils peuvent choisir. Mais comment penser vivre en paix dans une oasis chez vous? Lorsque vous avez provoqué des guerres ailleurs, lorsque vous avez contribué à foutre la pagaille dans leur pays, le Canada et les États-Unis ne peuvent pas se dire en odeur de sainteté par rapport à tout ce qui se passe en Haïti. C'est vrai, là. Ne serait-ce qu'un mea culpa à faire. Et
si vous continuez à faire ça un peu partout à travers le monde, c'est le monde entier qui va vouloir venir au Canada, aux États-Unis. C'est normal. Maître Pierre, nous mettons l'accent sur les Haïtiens parce que ce sont nos compatriotes, nos frères, etc. Mais je pense que le groupe le plus important qui vient ici, par le chemin Roxham, ce ne sont pas les Haïtiens, ce sont les Latinos. D'ailleurs, la population latino, on voit dans les statistiques qu'elle a cru plus de 26%. C'est-à-dire aujourd'hui, on parle de 165 000 latinos qui vivent dans la province du Québec, beaucoup plus que les musulmans, beaucoup plus. Les musulmans, c'est toute catégorie confondue. Ce que je veux dire, c'est que il faut, et ça, on s'est concerté avec la table de concertation sur les réfugiés et les migrants. Elle regroupe peut-être plus de 291 organismes qui sont débordés parce que c'est eux qui donnent les services. Et que cet accord va contre les conventions signées aussi par le Canada à Genève. Eh bien, quand quelqu'un rentre, il faudra attendre 14 jours et le plus probable, il sera redéporté vers les États-Unis qui pourront les déporter de nouveau dans des conditions ou maintenus en prison dans des comme s'ils étaient des délinquants. Donc, la question est de donner l'opportunité aux gens de défendre leur cas dans leur demande de réfugiés. Il ne s'agit pas tellement d'une masse de gens qu'on ne pourrait pas gérer. Comme je l'ai souligné, c'est-à-dire il y a plus de réfugiés au Liban, avec 3 millions d'habitants libanais, qu'il y en a des demandes d'asile dans tous les États-Unis et le Canada. Donc la plupart des gens, ils vont vers la proximité. Donc, on n'est pas confronté à un problème tellement énorme, surtout en période de manque de main-d'œuvre. Non, mais moi-même, je veux être réaliste. Si on indique qu'il y a une possibilité de rentrer au Canada, si on donne un visa aux Haïtiens, peut-être Ariel Henry restera seul dans son pays. Pas de visa, mais je vous dis si, je dis des si. Si. Non, les gens puissent aller, quand ils arrivent ici, témoigner, faire leur demande d'asile. Mais moi, je sais faire ça, France. Moi, je te dis, si on permet à tout le monde, si on dit le bar est ouvert, ben, il n'y aura pas de place, suffisamment de place pour mettre des candidats à l'immigration. Pas seulement d'Haïti, comme tu dis, de l'Amérique latine et de partout, sauf dans des pays avancés, n'est-ce pas? Dans le monde, l'immigration, c'est un sujet de préoccupation à travers le monde. Mais encore une fois, je reviens à la question de base, à savoir, mais il y a une manière de se comporter aussi, là. Il y a une manière qui provoque les gens, qui provoque la guerre, la faim dans le monde, etc. Vous avez volé leurs richesses et à un moment donné, ils viennent suivre leurs richesses, point barre. C'est malheureux à dire et il faut changer de comportement et il faut que nous le crions et haut et fort, là, que nos dirigeants puissent nous entendre et comprendre que nous ne sommes pas d'accord avec ce type de politique-là qui donne des résultats comme ça. On est harcelé de toutes parts, ces gens-là ont faim, ont soif. Oui, Henri. C'est Leonora Miano, une écrivaine africaine, qui disait tout ce qu'on fait, c'est leur présenter la facture. Hein? Parce que elle a dit deux choses très importantes que moi je trouve absolument intéressantes. C'est qu'en présentant la facture, comment voulez-vous envahir des gens, imposer des changements de coutumes, imposer tout ça et ne pas s'attendre que ces gens-là veulent venir vers toi, hein? Et deuxièmement, elle ajoute, et c'est ça que je trouve extrêmement important, on ne meurt pas du changement. Hein? On peut faire tout ce qu'on veut, mais on ne meurt pas du changement. L'homme doit apprendre à apprivoiser l'espace, même avec ces nouveautés, pour pouvoir continuer de vivre. Parce que de la place, il y en a pour tout le monde. Moi, c'est ce que je pense. Oui, Jean-Emmanuel. Bon, moi, ces drames humains à répétition, comme je le soulignais tout à l'heure, nous pousse tout simplement à nous regarder dans le miroir et à nous dire
peut-on, et c'est là la conscience citoyenne, la conscience collective, peut-on continuer tranquillement à voir passer dans les éditions de nouvelles des drames du genre, c'est-à-dire parce que finalement, ce que ça dit, c'est un peu toutes les questions ultranationalistes, les questions identitaires. Ce que ça dit, c'est que nous voulons vivre en vase clos. Et je reviens sur ce sur la citation que tu faisais. L'homme ne meurt pas de changement, mais est toujours réfractaire à ça. Réfractaire à l'autre, réfractaire à ce qu'il ne connaît pas, réfractaire à ce qui l'inquiète. Et fondamentalement, je crois que c'est de la responsabilité de tous et de chacun. L'homme est très hypocrite aussi, Jean-Emmanuel. Absolument. Parce que tu vas voir là, quand c'est lui qui va imposer le changement, lui, il n'a pas de problème, il impose le changement chez toi. Et il ne comprend pas pourquoi tu es réfractaire au changement. Alors, et tu n'as même pas le droit d'être réfractaire au changement. Il s'impose, il a fait de toi des esclaves. Et en parlant de ça là, de plus en plus, messieurs, cette question de l'esclavage est soulevée. Il y a ce grand quotidien britannique qui reconnaît que l'empire britannique, de lequel déjà là, je me souviens un peu, l'un des deux, France, le Guardian, alors qui reconnaît effectivement que l'empire s'assoit sur l'esclavage, parce que le propriétaire qui a ouvert cet empire a commencé à exploiter la traite négrière, n'est-ce pas, et etc., etc. Et de plus en plus on en parle. Et là, il y a des réparations aussi qu'on envisage. Mais malheureusement, encore une fois, c'est ces bonnes âmes de bonne conscience qui décident pour nous et jamais nous qui demandons, qui exigeons. Hein? Bon, ça c'est du domaine de France, mais bon, c'était connu que... Vous savez, il y a deux choses en Haïti qui touchent Haïti plus particulièrement. Il y a d'abord être indemnisé pour l'esclavage, du moins vis-à-vis de la France, du traité de Wisswick jusqu'à l'abolition de l'esclavage en 1791 et officiellement par la France en 1994. Mais il y a aussi la grande question de l'indemnisation de la dette, la restitution. Il y a un livre l'année dernière, c'était avec un des auteurs, qui était d'ailleurs avec Jean-Marie Théodat. Jean-Marie Théodat. Il y a eu aussi Gaillard, la fille qui est docteur en histoire. Il y a eu aussi des Français, notamment Thomas Piketty, un des grands économistes français, qui posait la question du remboursement par la France de la dette de 1825. Donc, on sait que c'est une question. L'autre jour, il y a un député jamaïcain qui a posé la même question. Donc, les pays commencent à exiger une indemnisation parce que les colons ont été indemnisés. Alors, France, l'émission est terminée. Voilà, ce sera la prochaine fois. La prochaine fois, on terminera pour de bon. Merci beaucoup. Merci, France. Merci, Jean-Emmanuel. Merci. Merci, Henri. Merci à vous tous. Merci à Jess Pierre. Merci à tout le monde. Qui d'autre? Cordy Mézier, entre autres. Qui d'autre? Bon, à part ça. Hein? Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Grâce Matinée. Au revoir. À la prochaine. Tandem bien. Commerçants, hommes et femmes d'affaires, ce message s'adresse à vous.